Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? J'ai constaté qu'il n'y en avait pas. Bonjour à tous, je suis Luc, bienvenue chez Coco. C'est une joie, comme toujours, pour moi de vous recevoir dans ce magnifique loft de l'avenue des Ailes. Une nouvelle occasion passionnante de découvrir des personnalités au parcours de vie exceptionnel, des personnalités très inspirantes de par cette vision, ce vécu, cette qualité d'être et la mission parfois incroyable qu'ils ont accepté de porter pour nous. Aujourd'hui, on s'envole en direction du bleu du ciel à la rencontre d'un avocat qui brûla ses ailes, d'un pilote de cœur pour passagers en crise majeure. Planificateur financier au train d'atterrissage resté bloqué, c'est en plein vol que sa jauge vint à hurler « Carburant, carburant épuisé, Mayday, Mayday !» Il s'écrasa alors sur la piste Desjardins, jauge vidée sans pouvoir même déplier le train, brisa ses ailes, plia son destin. Lui qui volait toujours trop haut, trop loin, se vit mettre à la casse pour une escale sans lendemain. Il est aujourd'hui revenu de loin, prêt à embarquer pour ceux et celles qui serrent trop les poings. Que vous soyez Boeing, Canadair, Bombardier ou hélicoptère, il aura pour vous ce même dicton populaire. Le succès laisse des traces, mais les épreuves, elles, remettent toujours l'âme en place. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Jean-François Lacaze. Bienvenue à vous, Jean-François. Wow, quelle introduction! Bienvenue à vous, je suis vraiment ravi. Ça mérite ceci, oui. Je suis vraiment ravi, Jean-François, je vous le disais hors antenne, je vous le redis là maintenant, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, de vous accueillir sur la chaîne Coco parce que vous m'avez pas mal inspiré, même beaucoup inspiré dans cette démarche qui est la vôtre de sensibiliser les gens à la détresse psychologique au travail. Et vous avez, je trouve, en plus très bien réussi à sortir des sentiers battus en mêlant le monde de l'aviation et puis ce combat planétaire contre la dépression. Alors, on est fans, nous, de Mayday, Médée, et on a décidé de faire connaître votre mission à la grande communauté francophone. Et alors, comme je vous disais, en quelques mots, j'avais envie de retracer un peu ce parcours qui est le vôtre et que je trouve très beau. Alors, vous êtes entrepreneur social, auteur et conférencier. Vous êtes né donc à Thetford-Mines, je crois qu'on dit ça comme ça. Vous viviez enfant dans un petit village nommé la Guadeloupe, au Québec. Votre père était entrepreneur, un peu touche-à-tout, menant de front plusieurs projets. Votre mère l'accompagnait en s'occupant de la partie administrative de ses affaires. Jeune, les films d'avocats comme L'Idéaliste, les hommes d'honneur vous stimulaient et vous donnaient envie d'exercer un travail important, un travail en veston-cravate, comme vous dites. Ouais. Alors au Cégep, un cours optionnel de droit va vous plaire et vous donner l'envie de vous former. Bachelier en droit à l'Université de Laval, vous allez continuer vos études dans cette direction. Jeune, vous aimez l'idée d'être procureur de la couronne et faire du droit criminel. Vous allez même vous investir et devenir un jeune conseiller municipal de votre région. À 22 ans, vous ouvrez votre bureau d'avocat en pratique privée dans le sous-sol du commerce de vos parents. Vous allez avoir une expérience qui va durer 5 ans et vous allez vous rendre compte que ce que vous avez aimé apprendre dans les études, vous le détestez en pratique. Un jour, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de finances de façon si limpide que vous allez avoir un déclic. Et en 2004, changement de carrière, le constat du manque d'éducation financière dans les familles québécoises va vous faire quitter le droit pour l'opportunité, celle de reprendre les études et puis devenir conseiller financier à votre compte. Pendant une année, dommage, c'est l'année de la crise des subprimes et vous allez être touché violemment par l'histoire. En 2009, vous entrez chez Desjardins, on en parlait tout à l'heure, vous allez y rester pendant une dizaine d'années. En 2013, votre père décède subitement dans son sommeil. Alors, c'est un grand choc pour vous et puis vous prenez en fait en charge cette place vacante. En 2015, vous obtenez une promotion chez Desjardins et vous allez totalement vous plonger dans ce poste, au point, comme vous le dites, de vous saouler dans le travail. Bille en tête vers la performance et la reconnaissance de vos pairs. Et là, en pleine trajectoire, à 10 000 mètres d'altitude, les cadrans de votre histoire de vie vont se mettre tous au rouge d'un coup. Et c'est le crash.
Alors, Jean-François, qu'est-ce qui se passe dans votre vie à partir de ce moment-là? Ouf, à partir de ce moment-là, Luc, quand il arrive un accident d'avion, hein, souvent on va rechercher la fameuse boîte noire. Hein, parce que la boîte noire, il y en a deux, hein, elle contient des enregistrements importants pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant le vol. Et je dois dire que dans les semaines qui ont suivi cette décision de mettre les deux genoux au sol, pas juste un, là, les deux genoux au sol, premièrement, la première chose, c'est de s'incliner devant cette vulnérabilité-là. Euh, et au cours des semaines qui ont suivi, évidemment, je dois dire que je me suis senti comme une larve pendant plusieurs semaines. C'est peut-être très imagé, là, mais en même temps, c'était pour dire jusqu'à quel point j'étais en manque d'essence à l'intérieur de mon corps. Et évidemment, le temps qu'on fasse effet la médication, parce que j'ai été suivi par mon médecin, j'ai Hmm. été très bien suivi, soit dit en passant, même de la part de l'assureur aussi, de mon employeur, il faut le dire. Euh, mais à partir de l'été, parce que c'est arrivé au printemps 2018, et à partir de l'été, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Hmm. Des questions simples, mais que je n'avais pas nécessairement pris la peine de me poser auparavant parce que la vie allait trop vite, parce que mon plan de vol était flou, parce que j'allais rapidement nulle part, simplement à la course en train de vouloir me faire reconnaître et aussi de vouloir Hmm. euh, performer. Euh, et à l'été 2018, je suis tombé sur un livre. Euh, Quand je suis allé à la librairie, en fait, j'ai passé l'été à me cacher en passant en région parce que quand on vit un atterrissage forcé comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement des autres nous torture. On a l'impression d'être un extraterrestre. On a peur de se faire voir. Fait que je suis allé me reposer à la campagne, puis je me suis acheté un livre pour justement euh, reprendre en quelque sorte là, mes idées un petit peu plus claires. Et je suis arrivé à cette librairie-là, puis il y a un livre que j'ai pas loin ici, là, mais en fait, c'est Mon projet bonheur de Christine Michaud. Et c'est un livre qui a été réédité maintenant. Là, en fait, là, la couverture n'est plus pareille, mais c'est un livre qui, carrément, quand on le regarde, là, ça a l'air d'être vraiment un livre au féminin. Mais quand je suis passé à côté de ce livre-là, Mhm. c'est comme si le livre m'avait fait pss, 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 pss. Et j'ai pris le livre dans mes mains et j'ai commencé à le feuilleter et j'ai vu qu'il y avait un paquet d'exercices pratiques. Mhm. Puis, je suis parti avec ça et c'est là que mon aventure d'introspection a débuté. Et évidemment, en mode accéléré, quand je suis revenu au travail à l'automne 2018, c'est comme si je voyais les choses d'une façon différente. C'est comme si j'avais réussi à prendre de la hauteur par rapport à mes anciens comportements, puis qu'est-ce que je voyais sur le terrain. Euh, Par exemple, un collègue qui court dans le corridor pour aller retourner un appel d'un client. Et là, dans ma tête, je me disais, My God, on n'est pas à l'urgence ici, là, on ne sauve pas des vies. Et là, c'est là que j'ai commencé à dire, Caroline, le stress, l'anxiété, c'est donc bien présent dans nos milieux de travail. Et ce n'est pas pour mal faire, c'est parce qu'en quelque part, on veut bien servir, on veut bien faire notre travail. Puis là, ben, j'ai commencé là, à observer des collègues qui pouvaient peut-être s'isoler, qui avaient l'air d'être dépassés par les événements, avec plein de dossiers sur leur bureau, qui étaient renfermés. Et là, j'avais l'audace d'en parler à mon gestionnaire. Et j'avais l'audace de dire, vérifie donc si cette personne-là va bien. Mhm. Demande-lui comment ça va parce que je m'inquiète pour lui. Et là, j'ai commencé en quelque sorte à vouloir démocratiser ce qui m'était arrivé. Mhm. Parce que, en quelque sorte, quand on part en arrêt de travail dans le milieu corporatif, euh, tous nos collègues reçoivent un simple courriel qui dit qu'on va être absent pour une période indéterminée. Et là, tout le monde se pose des questions.
personne n'ose les poser. Sure. Personne n'ose t'appeler non plus. Donc, j'ai vécu beaucoup d'isolement pendant cette période-là. Et heureusement que je me suis outillé, puis heureusement que j'ai décidé de... En fait, je voulais éviter de refaire un copier-coller de mes 20 dernières années dans les 20 prochaines. Donc, je devais... C'est quasiment même devenu une obsession, Luc, de vouloir comprendre qu'est-ce qui s'était passé parce que je suis quelqu'un je suis quelqu'un d'instruit et ça arrive à des milliers et des milliers de personnes qui, dans le fond, tombent dans ce piège-là. Et ça a des conséquences non seulement pour nos organisations, mais ça a des conséquences aussi pour nous sur le plan personnel. Parce que les mois qui ont précédé, même les années qui ont précédé mon atterrissage forcé, ce que je me suis rendu compte, c'est que je n'étais pas le papa présent que j'aurais dû être. L'irritabilité faisait beaucoup partie de ma vie. Et c'est comme si je passais littéralement à côté de la vie. Et au début de l'année 2019, j'ai littéralement été inspiré par ce concept qui est Mayday. Mayday qui est un signal de détresse en aviation. J'ai écrit sur un bout de papier « Atterrissage forcé égale dépression ». Donc, ça peut être atterrissage forcé égale burn-out, ça peut être atterrissage forcé égale séparation. Bref, un atterrissage forcé, c'est un moment où, dans notre vie, on vit une forme de challenge, où on arrive à un carrefour important et où notre niveau de stress et d'anxiété est plus élevé, ce qu'on appelle être en détresse psychologique. Donc, suite à cette inscription-là sur une feuille, là, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec l'aviation, puis mes comportements. Et ce que j'avais commencé à apprendre avec le livre à Christine Michaud, mais aussi en assistant à différentes conférences durant l'automne. J'ai fait la rencontre aussi du merveilleux Daniel Blouin, où j'ai lu son livre Sortie de zone. Et là, c'est ça. Je me suis embarqué dans cette aventure-là en partant en voyage toute seule au début de l'année 2019. Puis, j'avais commencé, c'est ça, là, à déjà faire ces analogies-là sur un bout de papier. Mais évidemment, en prenant l'avion, en m'en allant dans le sud, dans un resort tout compris, au lieu de faire la fête pendant toute la semaine aux abords de la piscine ou sur la plage, j'ai commencé à écrire et je suis revenu de ce voyage-là avec 150 pages de notes où j'ai carrément fait la lecture de mes boîtes noires. Et de là est née une conférence qui, le nom va changer bientôt, mais à l'époque, c'était Mayday. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Et pourquoi y a-t-il encore un pilote dans l'avion? C'est que j'estime que, pour ma part, pendant plusieurs années, il n'y en avait pas de pilote dans l'avion. En fait, j'étais carrément sur le pilote automatique. J'avais des lumières qui étaient allumées sur mon tableau de bord. J'en faisais abstraction par déni, par procrastination. Je me disais que ça allait finir par passer et je me suis en quelque sorte auto-piégé dans cette aventure-là. Et évidemment, suite à ma conférence, quand j'ai vu que ça résonnait en quelque sorte dans le cœur des gens, j'ai loué une salle à Québec. Puis j'ai tout invité mon réseau d'affaires pour faire ma première conférence publique à l'automne 2019. Et moi, j'avais le sentiment d'imposteur, Luc, parce que je me disais, voyons donc, un planificateur financier qui parle de santé mentale, Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Je me suis dit, probablement des gens vont se dire, je ne suis pas sûr que sa santé mentale va encore bien. Peut-être que ses médicaments sont trop forts. Mais somme toute, je suis passé par-dessus ce sentiment-là pour servir, puis pour, en quelque sorte, pas trop me plonger non plus là, d'une façon soudaine. J'ai proposé à une fondation ici à Québec, la Fondation Cerveau, qui fait de la recherche en santé mentale, d'organiser cette conférence-là à leur bénéfice. Et évidemment, à ma grande surprise,
il y a plus de 300 personnes qui ont assisté à cette conférence-là, où on a pu remettre, dans le fond, près de 4 000 $ à la Fondation. Et c'est là que le déclic s'est fait. Je me suis dit, et si je pouvais faire ça dans la vie? Et si je pouvais aller expliquer mon histoire dans les organisations pour faire de la sensibilisation, de la prévention et de l'éducation? Et si, bing, 2020, la pandémie, et si tout s'arrêtait? Parce que c'est venu juste après. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que quand même, vous avez vécu un atterrissage forcé, pas de train d'atterrissage pour vous poser, pas de plan de sauvetage en terrain connu. Et là, c'était donc 2018, on arrive en 2020, et quel parallèle vous avez pu faire entre votre histoire personnelle vécue en 2018 et l'atterrissage forcé planétaire du Covid en 2020? Oh my God. En fait, ben c'est ça. Moi, j'ai demandé un congé sans solde à mon employeur pour prendre un moment de recul pour aller écrire. Et on m'a refusé ce congé sans solde-là pour des raisons administratives que je comprends en raison du poste que j'occupais. Mais ceci dit, le 14 février 2020, la journée de la Saint-Valentin, j'ai décidé de quitter volontairement mon emploi. Un mois exactement avant la pandémie. Et évidemment, cette pandémie-là, oui, tu fais bien de le dire, ça a été un atterrissage forcé mondial où tout a arrêté. Et évidemment, on a entendu parler beaucoup de santé psychologique, du moins ici au Québec, au Canada. Je ne sais pas si c'est la même chose là, de votre côté en France, mais ce qu'il faut savoir, puis ma compréhension de tout ça, c'est que la santé psychologique des gens, c'est en fait, la pandémie, c'est comme le tremblement de terre et tout le phénomène de la santé psychologique, c'est comme le tsunami qui a suivi. Parce que c'était déjà présent dans nos vies, étant donné que c'est un sujet qui est tabou, étant donné que c'est quelque chose qu'on n'ose pas parler haut et fort, en raison du fait que les gens ne consultent pas non plus. Ben, ça fait en sorte que, tout comme moi, il y a quelques années, j'ose croire, en fait, j'ose croire que c'est ça, les gens ont ce niveau de détresse psychologique-là déjà présent. Je ne suis pas le seul à être sur le pilote automatique. Puis évidemment, mais quand arrivent des situations qu'on ne contrôle pas, pour certains, c'est la pandémie, d'autres, c'est un divorce, d'autres, c'est un changement d'emploi, d'autres, c'est une faillite. Ben, ça va créer des situations où la dépression, l'épuisement et le burn-out sont au rendez-vous. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un thérapeute. Je suis simplement un homme qui a une histoire, puis qui a compris certains éléments de cette histoire-là. Et j'ai décidé, ni plus ni moins, de transformer mon atterrissage forcé pour en parler haut et fort, pour que les gens puissent se reconnaître à l'intérieur de mon histoire pour aller chercher de l'aide plus rapidement, parce que l'aide existe, elle est là, elle nous attend. Mais souvent, on n'ose pas franchir ce pas-là en Mais, raison là, de ce phénomène-là qui rend tout le monde mal à l'aise. mais vous avez l'habitude, vous, de regarder quand même les cadrans qui passent au rouge à force d'en avoir vu chez vous. Alors, on est quand même en 2022 et au Québec en 2022, les cadrans, ils sont au quoi? Ils sont au rouge, ils sont au orange ou ils sont au vert? Euh, je dois dire en toute honnêteté, est-ce que la question me concerne ou elle concerne en général Je crois qu'elle concerne le général, vu que quand même il y a Mayday Mayday, qui est quand même une communauté. Vous voyez quand même plein Ouais. de gens. Alors, ils sont au cadran quoi, tous ces gens? Ben, en fait, la plupart des gens se situent, parce que c'est difficile de toujours être dans le vert. Hein. Dans le vert, dans le fond, j'ai un outil que j'utilise dans ma communauté. Je vais peut-être juste là, le montrer ici. Là. Ah oui. Reconnaissance vocale, pas vocale, mais faciale. J'y arrive, j'y arrive. C'est un outil ici que c'est pas moi qui ai inventé. OK? C'est un outil que j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux qui avait été publié par l'Association des médecins résidents du Québec. Ouais. Et quand j'ai vu le tableau, je me suis dit,
C'est exactement ça que j'explique dans ma conférence quand que je dis qu'il y avait des lumières rouges allumées, des oranges, etc. Fait que j'ai catégorisé, dans le fond, j'ai pris ce tableau-là et je l'ai mis aux couleurs de Mayday pour le faire vivre aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est extrêmement difficile, Luc, d'être dans le vert tout le temps. C'est quoi être dans le vert? Ben, c'est d'être posé, c'est d'être calme, c'est d'avoir un sens de l'humour, une vivacité d'esprit, un sommeil réparateur, un rendement soutenu, une confiance en soi et en les autres, se sentir bien, un bon niveau d'énergie. Il faut être un top gun, honnêtement, pour être dans le vert tout le temps. La plupart des gens vont osciller dans le vert, jaune, orange à peu près. L'orange, c'est quoi? Ben, c'est à l'inverse du vert, puis le jaune, c'est un peu dans le milieu, mais on pourra fournir le lien aux gens s'ils veulent télécharger le document. Dans l'orange, c'est, par exemple, avoir de l'indécision, manque de concentration, sommeil agité, cauchemar, sentiment d'être débordé, piètre performance, doute des autres, douleur physique, fatigue. Donc, évidemment, c'est possible de se retrouver, par exemple, être vert au niveau de son sens de l'humour, mais ça se peut qu'on vive de la fatigue. Donc, c'est possible d'être dans le vert, dans le jaune, dans l'orange en même temps. Fait que cet outil-là, ce qui est le fun, c'est que c'est possible de faire une espèce d'autodiagnostic dans la mesure où on est honnête avec soi, parce que ça, c'est une autre chose, c'est qu'on peut faire l'exercice puis se mentir à soi-même, mais c'est possible de vérifier, dans le fond, quelles lumières sont allumées sur son tableau de bord. Et dans le bas du document, il y a des stratégies qui sont proposées, des stratégies simples. Ce n'est pas moi qui ai réinventé la roue. Des stratégies aussi simples de reconnaître qu'il faut agir, récupérer, c'est-à-dire éliminer des tâches non essentielles, se confier à quelqu'un. Donc, autrement dit, le tableau nous fournit la stratégie à employer pour être en mesure de passer d'une couleur plus foncée à revenir au vert. Donc, puis moi, je dois dire en toute honnêteté, parce que je n'ai pas peur d'exposer ma vulnérabilité, il y a plus de 10 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Moi, la 5e vague de la pandémie, c'est-à-dire celle qui a débuté en décembre ici au Québec, qui a perduré jusqu'en février, elle a été extrêmement difficile pour moi. Extrêmement difficile. Puis, j'ai fait la lecture de mon tableau de bord juste avant la période des fêtes et je me suis rendu compte que j'étais à plusieurs endroits dans le orange. Et j'ai mis en application dès le début de l'année les stratégies à employer. Ça a été très turbulent. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on vit un atterrissage forcé une fois qu'on apprend tellement de choses là-dessus qu'on n'est pas, à l'abri d'un autre atterrissage forcé. Mais moi, je préfère de loin faire un escale plutôt que de vivre un atterrissage forcé. Faire un escale comment? Ben, en utilisant un tableau, en utilisant un outil finalement qui puisse nous permettre d'être un petit peu plus en pleine conscience par rapport à notre, on dit en anglais, notre day-to-day, c'est-à-dire, c'est ça, de s'observer, puis de prendre les dispositions qui s'imposent rapidement pour éviter un éventuel crash, burn-out ou épuisement, dépression, whatever. Vous parlez de s'observer, ça tombe très bien parce que j'allais vous poser une question. Donc là, la 5e vague, effectivement, c'était la dernière, mais ce que je voudrais savoir, c'est la plupart des gens que j'ai pu questionner et que j'ai pu interviewer sur la chaîne, dont des gens que vous connaissez, Christine Michaud, Rémi Tremblay, enfin tous ces gens que vous connaissez, en fait, je leur ai posé toute la même question que je vais vous poser aujourd'hui. Je voudrais savoir si, pendant le premier confinement, celui de mars 2020, là, est-ce que vous vous êtes étonné par des comportements que vous n'aviez pas vus chez vous depuis très longtemps? Oui, tout à fait. En fait, c'est certain que en ayant quitté mon emploi un mois avant la pandémie, en me lançant en affaires comme conférencier, auteur en devenir, etc., c'est certain que quand la Terre a arrêté de tourner essentiellement, moi, je ne pouvais pas nécessairement aller donner des conférences en entreprise parce que, j'étais peu ou pas connu.
Deux, et là, c'est sûr que chez moi, ça l'a augmenté mon niveau d'anxiété, ça l'a augmenté mon niveau de stress, la peur de l'inconnu. Et c'est là que surveiller mon tableau de bord, ça a été grandement utile. Mm. Et en même temps, ben, il y a quelque chose qui résonnait beaucoup en moi, par contre, à cette période-là. Malgré l'incertitude, euh, c'est sûr que j'avais déjà expérimenté mes concepts, mes conférences avant. Je savais que ça résonnait dans le cœur des gens. Donc, j'ai utilisé les réseaux sociaux essentiellement pour partager mon message et on a fait près d'une centaine d'entrevues au cours de la pandémie où ce que les gens sont venus expliquer. Moi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé. Voici ce que j'ai compris. Voici les outils que j'ai utilisés. Et, mais il doit s'en dire, Luc, que pour moi, ça a été une étape très, très, très angoissante. Mm. Mais ce qui résonnait souvent dans ma tête, c'était comment tu veux que les gens se souviennent de toi après cette crise-là. Et ça n'a rien de, ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme, là, mais c'est que j'avais l'impression que je pouvais servir durant cette période-là où, pas juste moi, mais plein de gens allaient vivre une forme de détresse psychologique quelconque. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Le nombre de prescriptions de médicaments pendant la pandémie a augmenté. Le nombre de gens sur la ligne de front, par exemple, dans le domaine de la santé. Les gens ont vécu là, des périodes plus difficiles. Et ça, c'est sans compter les pères et les mères de famille qui ont été en télétravail avec leurs enfants. Et même les adolescents ont vécu beaucoup de turbulences. Donc, le message avait son importance. Et plutôt que de rien faire devant la situation, parce que moi-même, j'étais pris un peu au dépourvu, j'ai décidé tout simplement de mettre la table pour la suite des choses. Et là, ben, on a des abonnés partout en Europe, même dans le Canada anglais. Et là, c'est en train de prendre forme. D'ailleurs, une nouvelle que j'annonce en primeur. Super. L'outil ici, là, comment faire la lecture de son tableau de bord, sera disponible dans toutes les écoles secondaires du Québec à partir du mois prochain ou en septembre. Ça, ce n'est pas encore déterminé. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point que je ne regrette pas les efforts qui ont été mis. Mais évidemment, quand je prends un pas de recul puis je regarde qu'est-ce qu'on a fait, j'ai flirté un peu avec ma propre santé psychologique pour vouloir sauver la santé psychologique des autres. Et ce n'est pas étranger au fait qu'en décembre dernier, j'ai dû mettre mon masque à oxygène en premier et de vouloir reprendre en quelque sorte le contrôle de l'appareil parce que ben, c'est ça, on est tous, on doit tous être bienveillants à son égard. Ça, c'est la règle de base. Mettre son masque à oxygène en premier, c'est une des règles qu'on donne quand on s'apprête à prendre l'avion. Il faut mettre son masque à oxygène en premier avant même de donner de l'oxygène à ses enfants. Parce que si on n'est pas capable de respirer, on ne peut pas donner de l'air à nos proches ou aux passagers qui nous entourent. Donc, cette règle-là s'applique aussi au niveau de la santé mieux-être, c'est-à-dire se mettre à l'agenda, c'est-à-dire ne pas avoir peur de dire non, parce que moi j'étais un yes man, c'est-à-dire que je disais oui à tout. Et j'ai appris sur le tard à accepter que je dois prendre soin de moi d'abord. Et c'est quand même étonnant que j'ai appris ça seulement après 40 ans, quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, de là l'importance d'en parler haut et fort, parce que j'ose croire qu'on est plusieurs dans cette situation-là. Et l'idée, c'est de faire réfléchir les gens, de les faire voyager à l'intérieur de leur histoire, mais aussi d'agir en prévention et en sensibilisation, parce que l'arme la plus puissante du monde, c'est l'éducation.
Et c'est pas moi qui le dis, ça vient de Nelson Mandela. Et ben, c'est ça. Si on est mieux éduqué, sensibilisé, ben, ça peut faire toute une différence à moyen long terme. Et c'est la mission que je porte via ce projet-là qui est Made in Maple. Moi, Jean-François, j'ai envie de vous éduquer à la mode de Thierry Ardisson. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry Ardisson, c'est un de nos chroniqueurs sulfureux en France. Alors, j'ai envie de vous faire un petit test d'éducation particulière qui s'appelle l'interview Upside Down. C'est une petite interview atypique, ludique, vous allez voir. Quelques petites Ouais. questions simples comme ça qui vont découvrir votre côté malicieux, celui que vous ne révélez pas à tout le monde. Alors, ma première question, Jean-François, c'est de savoir, à votre avis, quel est le défaut qui vous sauve la vie? OK. J'ai plusieurs défauts, mais celui qui me sauve la vie. En fait, le parallèle que je voudrais faire, c'est que, tu sais, dans le film Superman, il y a la fameuse kryptonite, hein, puis Superman est comme allergique à cette kryptonite-là, mais pourtant, il y a des super pouvoirs. Euh, J'oserais dire que mon hypersensibilité, c'est mon défaut qui me définit le plus, mais en même temps, à l'inverse, c'est aussi mon super pouvoir. C'est-à-dire que cette capacité-là d'être empathique, puis pourquoi je dis que c'est un défaut, c'est parce que pour moi, j'ai compris que mon hypersensibilité au fil du temps ne m'a pas toujours rendu service. Mais en même temps, un coup qu'on a pu identifier ce défaut-là, ben, à l'inverse, ça peut aussi être une qualité et quelque chose qui peut nous propulser davantage. Fait que cette hypersensibilité-là, dans notre communauté, c'est une des clés qu'on y retrouve, où ce que les gens sont sensibles aux histoires des autres. Je pense que c'est effectivement, ça vous définit bien. Et justement, ça Ouais. m'amène à une deuxième question par rapport à cette idée-là. C'est tout à l'heure, on parlait du fait qu'arrive la pandémie, donc vous étiez à peine ressorti de votre crash, que bim, crash mondial. À votre avis, quelle a été votre plus belle erreur de vie? Alors, quand je dis ça, je veux dire, quelle est la chose que vous dites, tiens, je vais entreprendre ça. Tout le monde dit, mais non, c'est une erreur. Et vous dites, tant pis, je le fais. Et c'était la bonne idée. Alors, c'est quoi cette plus belle erreur de vie, hein? Ben, ma plus belle erreur, j'en aurais plusieurs là, à énumérer parce que j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que de bons coups dans ma vie, hein, soit dit en passant. Et on apprend tous de nos erreurs, hein, on le disait là, d'entrée de jeu. Le succès laisse des traces, mais les épreuves aussi, les erreurs aussi, on peut apprendre de celles-ci. Mais c'est certain que la plus belle erreur, ça a été de me lancer dans le vide le 14 février 2020 et d'avoir un certain plan de vol, mais d'avoir l'audace de construire l'avion en vol. Mais on a juste une vie à vivre. Et tu parlais du décès de mon père tantôt, en introduction. Quand il est décédé subitement, il est décédé durant son sommeil. Un AVC foudroyant. Il s'est couché le soir sans se réveiller le lendemain matin. Et il n'a même pas eu le temps de zipper sa valise, essentiellement. Il est parti comme ça. Et ça m'a beaucoup interpellé, Luc, par rapport à la fragilité de notre vie. À force d'aller rapidement, on prend cette vie-là pour acquis. Et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, malgré cette épreuve-là qui a été très difficile pour moi parce que j'entretenais une bonne relation avec mon père, mais il y a tellement de choses que j'aurais aimé lui dire. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé lui partager. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé lui confier. Puis du jour au lendemain, j'ai perdu cette chance-là. Donc, c'est ça. Un conseil, ça serait de ne tardez pas. N'attendez pas un événement comme ça pour être en mesure de profiter pleinement de votre vie et surtout de réaliser vos rêves. Je le sais que ça a l'air un petit peu... c'est mâchouillé un petit peu, là, cette expression-là, réalise tes rêves, mais c'est tellement ça.
J'allais vous poser la question, mais en même temps, vous y répondez déjà. J'allais vous demander, Jean-François, c'est quoi le plus beau conseil qu'on ait pu vous faire? Mais j'ai l'impression que le décès de votre père, c'était le plus beau conseil qu'on pouvait vous faire, en fait. C'est que ça vient sans qu'on prévienne. Alors, ceux qui attendent, il vaut mieux qu'ils y aillent tout de suite, là, dans l'action. Quand on parle d'un conseil, peut-être pour aider les gens qui nous écoutent aussi, un des conseils qui m'a vraiment aidé aussi, euh, en fait, il y en a deux. C'est qu'à un moment donné, Martin Latulippe m'avait murmuré à l'oreille en anglais, Stop being a stranger. C'est-à-dire, arrête d'être un étranger. Euh, et j'admire Martin parce qu'il avait réussi au tout début de capter cette sensibilité-là qui m'habitait et aussi cette peur-là de vouloir m'exposer, d'exposer mon message au grand jour parce que j'avais peur du jugement des autres. Fait que ça a été un beau conseil, en quelque sorte, ça, de me dire, et si ton histoire avait une importance, et si ton histoire pouvait changer la trajectoire de quelqu'un d'autre, j'ai vraiment saisi cette subtilité-là dans son message et je lui serai toujours reconnaissant d'avoir eu l'audace de me murmurer ça. Un autre conseil, puis je ne veux pas trop prendre de temps, mais un autre conseil que j'ai eu quand j'étais dans un processus de questionnement intérieur, quand je suis revenu de mon atterrissage forcé chez Desjardins, qui est un employeur de choix, hein, en passant. On est très bien traité, mais moi, ça avait perdu un petit peu de sens, qu'est-ce que je faisais dans la vie suite à mon expérience dépressive. Euh, et un des conseils qu'on m'avait donné, c'est une question, qu'est-ce que tu aimerais faire que si tu n'étais pas payé, ça te permettrait de te réveiller le matin et d'être énergique, puis d'être passionné. Puis je dois dire que la pandémie a affecté beaucoup mes revenus comme conférencier. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'avais pas la notoriété d'un Sylvain Boudreau ou d'un Jasmin Bergeron, par exemple. Mais le fait de me lever chaque matin sans savoir combien j'allais gagner, ça avait comme même plus d'importance. L'important, c'est que j'avais l'impression de servir, j'avais l'impression de donner, j'avais l'impression de enfin. Écoutez, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ils doivent se dire, ah, ben lui, c'est normal, il s'exprime bien, c'est un ancien avocat. Hey, sérieusement, là, si vous m'aviez vu à l'université, je pense que j'ai posé 5 questions pendant 3 ans, tellement que j'étais gêné, tellement que j'étais timide. À un concours oratoire, j'ai bloqué après 10 secondes. C'est pour vous dire d'où je pars et c'est pour vous dire à quel point qu'à partir du moment où on a trouvé vraiment qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui met de la lumière dans nos yeux, qu'est-ce qui. C'est là que tout change. Et je souhaite ça à tout le monde, d'être en mesure là, de se trouver sur son X, comme le dit si bien Daniel Blouin. Alors, c'est marrant, parce que vous parlez de Daniel Bouin, on l'a interviewé ici, il nous a fait beaucoup rire parce qu'avec son saumon, il n'y a pas que le X, il y a aussi le saumon chez lui. C'est toute une histoire. Alors, j'allais vous poser une question, Jean-François, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me questionne, c'est si vous pouviez vous cloner, imaginez qu'il peut y avoir deux Jean-François qui se séparent comme ça en deux. Donc, il y en a un actuellement qui s'occupe de Mayday, Mayday, et qui va faire des conférences et qui aide des gens à sensibiliser à la détresse. Et puis, s'il y avait un clone à Jean-François, il ferait quoi pendant ce temps-là? Moi, c'est définitivement le clone, là. Ça serait d'être un joueur de golf professionnel, honnêtement. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'avais une certaine facilité à jouer ce sport-là et à pratiquer ce sport-là. Mais moi, le golf, pour moi, c'est quelque chose pour certains, c'est très drabe, c'est très plate comme sport parce que c'est long et tout ça. Mais moi, le golf, pour moi, c'est l'école de la vie. C'est-à-dire que on frappe un coup, ça peut être un très bon coup. Après ça, on frappe un mauvais coup. J'apprends beaucoup sur moi. J'apprends beaucoup à contrôler, dans le fond, mes émotions dans ce sport-là. Donc, c'est sûr et certain que on me clone, je joue au golf
partout à travers la planète à expérimenter les plus beaux paysages dans plusieurs pays et je voyage le monde avec ma petite balle et mon sac sur l'épaule. Ah, je voulais vous demander, en fait, avant dernière question, euh, la plupart des gens, ils rêvent de ne pas avoir peur ou de ne plus avoir peur de rien. Alors, si vous pouviez ne plus jamais avoir peur de rien, c'est-à-dire absolument plus rien ne vous fait peur, quelle est la peur que vous garderiez dans votre vie pour continuer à vivre correctement? Je suis tellement peureux, moi, en plus. Euh, c'est assez contradictoire, hein? C'est-à-dire, quelle est la peur que je conserverais Mm, pour vivre? mm, Ça serait cette peur de mourir, là. C'est-à-dire, quand je, tu sais, maintenant, là, moi qui ai été planificateur financier dans ma vie, où je bâtissais le patrimoine financier des individus, où la notion d'héritage avait beaucoup, comment je pourrais dire, une forme pécuniaire ou financière. Depuis les événements, depuis mon atterrissage forcé, je me suis déconstruit beaucoup par rapport à ces croyances-là. Pas parce que laisser un héritage financier, c'est pas bon, mais je suis allé beaucoup plus loin dans ma réflexion. Comment je peux laisser un héritage de mon vivant? Quel impact que je peux avoir euh, en lien avec mon passage sur Terre? Et c'est sûr et certain que je- quand je vais mourir, je vais être en train de réaliser mes rêves. Je vais être en train de surfer sur, sur ce feeling-là que j'ai enfin pu retrouver. Pourtant, après un épisode d'une noirceur incroyable, où la météo intérieure n'était mm, pas au rendez-vous. mm. Donc, définitivement, cette peur de mourir-là me positionne et me met en action de ne pas avoir peur finalement parce que la peur de l'échec aussi, pour moi, ça me motive beaucoup. Certaines personnes vont figer ou vont fuir. Moi, plus souvent qu'autrement, depuis les événements, je fonce en raison de cette urgence de vivre, là. Il y a aussi quelque chose que moi qui m'a beaucoup touché. C'est vrai que c'est une chose dont vous parlez très peu. J'ai eu la chance d'en avoir l'information, mais vous voyez, vous parlez de votre père et vous disiez que donc en fait il est parti trop tôt, mais ce que vous dites aussi de temps en temps, c'est qu'il a souffert de bipolarité pendant des années, et ça, c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup marqué. Alors en fait, je sais à quel point l'entourage est pris un peu en otage par moment de cette maladie. Et je me demandais si vous, la peur que vous ne pourriez jamais quitter finalement, c'est celle de la souffrance de l'autre, hein. Est-ce que c'est pas aussi une peur que vous gardez profondément? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une dynamique pour m'aider. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est aussi pour aider les gens à pas souffrir, hein. Ou à aider les gens à prendre conscience qu'on va tous souffrir. On ne peut pas éviter la souffrance, selon moi. Euh, mais en même temps, quand on la vit, on se sent tellement seul. Puis, par rapport à la bipolarité de mon père, euh, moi, ça m'a tellement marqué parce que, j'étais très jeune quand il était en période de crise. Mon père a vécu plusieurs atterrissages forcés au cours de sa vie. Et je dois dire que quand j'avais 16-17 ans, c'est là que à un moment donné, il a commencé à consommer des substances. Puis là, bien, évidemment, ça ne l'a pas aidé dans sa phase de manie. Mm. Et là, tellement qu'il était rendu loin dans sa maladie, ça l'a dû prendre un ordre de la cour pour être en mesure de lui prodiguer les bons soins. Et moi, j'ai procédé en quelque sorte à son arrestation, si on peut dire, euh, pas pour aller au poste de police, mais plutôt pour aller à l'hôpital. Mm. Et ça m'a marqué, Luc, au fer rouge. Et jamais, au grand jamais, qu'on a reparlé de cet épisode-là en famille, ensemble. Mm. C'est demeuré un sujet extrêmement tabou. C'est comme si on évitait la situation. Mm. Et pourtant, je veux dire, je veux dire, il y en a qui sont diabétiques, il y en a qui vont peut-être faire du cholestérol, mais il y en a qui développent une maladie bipolaire. C'est pas être bipolaire, c'est de recevoir un diagnostic finalement, puis d'apprendre à vivre avec ça.
Et moi, je dois même dire, tellement que c'est tabou, ce sujet-là, euh, j'ai moi-même pensé à un certain moment donné, si je n'étais pas bipolaire. Je suis planificateur financier dans une grande institution financière. Je gagne très, très, très bien ma vie. Et là, je quitte ça pour devenir conférencier, m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion, faire de la sensibilisation, de la prévention en santé psychologique. Aux yeux de certains, c'est là que ces étiquettes-là sont très fortes. Aux yeux de certains, je pense qu'il y en a qui se sont dit, je ne suis pas sûr qu'il va bien, Jean-François. Par contre, il ne faut pas mélanger non plus le fait d'être entrepreneur, d'avoir une vision, de vouloir contribuer à un monde meilleur avec la maladie mentale. Moi, j'aime beaucoup mieux vérifier un tableau de bord, comme je vous ai présenté tantôt, de dire à quelqu'un, check tes lumières, surveille tes lumières, plutôt que de lui demander comment ça va, puis de le référer à un tableau sombre où il y a une liste de symptômes. Pouvons-nous, en quelque sorte, s'amuser davantage avec ça, de ne pas avoir peur d'en parler? Et un de mes rêves que je caresse, c'est d'être assis dans un restaurant à un moment donné, peut-être à Paris, et d'intercepter une conversation de deux personnes qui vont être en train de parler justement des lumières qui sont allumées sur leur tableau de bord, pour être en mesure de vraiment parler de ce sujet-là une fois pour toutes, puis arrêter de balayer ça sous le tapis. Ça existe, c'est là, et c'est important d'en parler avec vulnérabilité, avec authenticité. Et c'est comme ça qu'on va réussir, selon moi, à briser le cycle une fois pour toutes. J'allais me demander, oui, on a la chance de pouvoir se voir via un écran incroyable comme ça, qui fait que vous voyez autant que vous me voyez moi. Donc là, vous avez vous-même devant vous-même. Alors, si vous deviez interviewer Jean-François Lacasse, qui est devant vous, là, vous le voyez, si vous deviez l'interviewer, là, vous lui poseriez quelle première question, Jean-François? C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Quelle question? En fait, mon Dieu Seigneur. Regarde, je ne serais pas un bon animateur. Je perds les mots par rapport. Pourtant, je pose des questions euh, régulièrement à mes invités. En fait, comment ça va vraiment? Et cette fameuse question-là, qui est souvent posée par politesse. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Des fois, même, je pose la question à des gens, comment ça va? Je suis en feu. Comment ça... Alors, cette question-là, elle est très puissante, mais on la prend pour acquis. C'est-à-dire que comment ça va vraiment? Comment ça va réellement? Et quand on aborde des fois des difficultés qu'on a dans notre vie, on a peur d'être négatif ou on a peur que les gens nous trouvent, pas corrects, là, mais moi, ce que j'ai expérimenté depuis, je dirais, les derniers mois notamment, c'est que j'ai dû me présenter à des rencontres à un moment donné où j'allais moins bien, justement parce que j'avais quelques lumières d'allumées. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que d'avoir l'audace de dire vraiment comment on se sent, ça ouvre un champ de discussion complètement différent parce que quand on ose le faire avec les bonnes personnes, on se rend compte que ça donne la permission à l'autre aussi de manifester finalement que lui ou elle aussi a des lumières d'allumer sur son cockpit, sur son tableau de bord. Et juste le fait d'aborder la question, parfois c'est suffisant pour être en mesure d'éviter un rendez-vous, puis d'aller en psychanalyse justement ou d'aller consulter un psychologue parce qu'on est en mesure d'échanger avec une personne qui vit les mêmes choses que nous. Et ça vient en quelque sorte contribuer à déstigmatiser finalement tout le concept de la santé psychologique. Mais il faut avoir l'audace non seulement de poser la question, mais aussi de bien l'écouter, écouter la réponse qu'on va recevoir. Et
si on prenait juste peut-être un petit peu plus de temps à réaliser vraiment, un, à poser la question, mais deux, à répondre honnêtement et franchement, moi, je pense qu'on pourrait augmenter nos relations puis voler en première classe euh, encore mieux qu'aujourd'hui. Parce que souvent, c'est ça, on ne va pas jusque-là, alors qu'il y a une force et il y a une puissance dans la vulnérabilité. Et ça, ben, je le crois profondément. Donc, ça serait Et, ma première question. et qu'est-ce qu'il répondrait, Jean-François, si vous lui dites comment ça va? Il vous répondrait quoi? Parce que évidemment, il faut que vous me répondiez aussi. Alors, qu'est-ce qu'il répondrait? Ben, je répondrais que, en toute franchise, que présentement, je suis en train de reprendre de l'altitude. Parce que, comme je le disais si bien tantôt, moi, je n'ai pas peur de dire que la cinquième vague a été extrêmement difficile pour moi. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de gens qui ont l'air heureux, qui ont l'air à se la couler douce, des gens qui, tu sais, ça aussi, là, c'est très, très pervers, hein? C'est qu'on affiche vraiment nos plus belles couleurs. C'est correct parce qu'on veut être positif. Mais en même temps, il y a l'avant-scène, mais il y a toujours l'arrière-scène. Et l'arrière-scène, euh, ben, c'est pas vrai que c'est toujours rose, c'est pas vrai que c'est toujours positif. Moi, récemment, j'ai eu des nouvelles par rapport à des choses que je ne contrôle pas qui ont fait en sorte qu'il y a des lumières qui ont allumé. Et j'ai, j'accepte finalement que, il peut y avoir des turbulences en vol. Donc, je dois dire que depuis le début de l'année, moi, en ce qui me concerne, ça va. Je dois être vigilant. Je dois me surveiller davantage. Hmm. Mais en même temps, c'est ça la beauté de la vie. C'est pas juste un long fleuve tranquille. La vie est constituée de hauts et de bas. Donc, mais définitivement, je reprends de l'altitude et mes lumières sont en train de passer du jaune et j'ai plusieurs lumières vertes aussi d'allumer. Vous savez, vous aimez quand même mettre en mission dans un décor d'avion avec un capitaine de vol, un tableau de bord, des cadrans. Moi, j'aime bien ce style pilote d'avion avec hôtesse de l'air et passagers stressés. J'aime bien ce concept dans sa globalité. Alors, mais à votre avis, parce que c'est quand même une question importante, on en parle assez peu parce que même dans ce domaine-là, les gens évitent cette question. À votre avis, Jean-François, est-ce qu'on a le choix quand les cadrans sont déjà en train d'aller au rouge? Est-ce qu'on a vraiment le choix de stopper net ou est-ce que c'est en fait déjà trop tard? Quelqu'un qui a plusieurs lumières rouges d'allumer, là, ceux qui consulteront le tableau, puis vous vous rendez compte, OK, là, en même temps, il ne faut pas trop exagérer la situation non plus, mais dès qu'il y a des lumières rouges qui sont allumées, moi, ma recommandation, c'est de consulter un professionnel de la santé. Là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Hmm. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Ben, en fait, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de poser un geste pour dire, écoute, je vais aller vérifier. Hmm. On parlait de bipolarité tantôt. Je disais que dans ma vie, ma sœur, qui a été extrêmement, en quelque sorte, elle n'a pas été épargnée, elle non plus, de l'histoire de vie de mon papa. C'est sûr que quand elle voit son petit frère s'en aller en entrepreneuriat, être pris dans cette pandémie-là, elle s'est inquiétée pour moi. Et quand on a eu cette discussion-là ensemble par rapport à la bipolarité, et moi-même, je suis allé vérifier en début d'année si ce n'était pas le cas. OK? Hmm. Donc, c'est la première fois que je dis ça publiquement en passant. Mais en même temps, pourquoi je le dis? C'est que ça m'a ramené, Luc, dans cette posture-là où je le sais que c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Hmm. Et, mais par contre, pour moi, je devais le faire pour moi parce que je me disais, et si c'était le cas, j'aimerais mieux le savoir tout de suite. Je le voyais comme un point de départ. Je l'ai fait aussi pour sécuriser mes proches
Mm. Et heureusement, en fait, il n'y a pas eu de diagnostic qui est tombé. Mais le parallèle que je veux faire avec cette tranche de vie-là, c'est que allez chercher de l'aide. Vous avez des lumières rouges d'allumer, il y en a de l'aide partout. Et combien de personnes qui sont abonnées à notre communauté, qui nous suivent des fois un peu en cachette, parce que contrairement à une autre type de communauté, des fois, les gens ont de la difficulté à laisser un commentaire sur M'aider parce qu'ils ne veulent pas se faire voir. Ils nous écoutent un peu en cachette. Mais combien de messages personnels que j'ai reçus pour dire Hey, écoute, telle entrevue, ça m'a inspiré, ça m'a permis de faire ci. Euh, quand j'ai entendu Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? J'ai constaté qu'il n'y en avait pas et je suis allé consulter le lendemain. Mm. J'ai même quelqu'un de très proche de moi qui m'a dit Je t'ai vu en vidéo live ce matin, puis je tiens à te dire merci parce que grâce à toi, j'ai fait une démarche. Alors, l'idée, c'est vous avez des lumières rouges d'allumer, allez vérifier. Vous n'avez pas à prendre toute cette responsabilité-là sur vos épaules. Il n'est jamais trop tard. Mais en même temps, l'humain est ainsi fait. Parfois, il faut frapper un mur. Parfois, il faut vivre un atterrissage forcé pour être en mesure de comprendre. Je suis passé par là. Parce que les lumières, moi, je les avais allumées 3 ans avant mon atterrissage forcé et j'en faisais fi parce que je me disais, ça va finir par passer. Et mon expérience fait en sorte que, oui, on veut faire de la prévention, de la sensibilisation, mais des fois, on se croit comme un super-héros. On se croit comme, moi, je vais y arriver. Moi, je ne tomberai pas. Moi, je ne ferai pas partie de cette catégorie de gens-là. Moi, je vais y arriver. Mais c'est là qu'il y a d'énormes pièges. Allez-y, consultez, allez-y, parlez-en avec quelqu'un, osez aller là. Et ça va faire toute une différence. Mais Jean-François, c'est le moment parfait, j'allais dire, le moment parfait de parler de valise, puisqu'on embarque un peu dans cette émission, dans votre avion personnel. Je la vois derrière vous, là, depuis tout à l'heure, je me dis, allez, la valise, parce que la valise, c'est le branding de Jean-François, entre autres. Je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça, c'est quoi? Il y a six autocollants. Ah ouais. Alors, ça vous sert à quoi? Ça exprime quoi? Et comment ça permet aux gens de comprendre, en fait? Cette valise-là, moi, je l'appelle notre valise émotionnelle. Quand on prend l'avion, évidemment, on transporte tous une valise avec nous. Cette valise émotionnelle-là, là, on la transporte partout avec. Elle est en quelque sorte invisible. À l'intérieur de celle-ci, on peut y répertorier peut-être une expérience négative, euh, peut-être un deuil mal guéri, peut-être, ça peut être aussi banal qu'une relation avec un collègue de travail, puis c'est difficile. Donc, tout ce qu'il y a en lien avec nos émotions, ce qu'on a tendance à faire quand on ne veut pas leur faire face, quand on ne veut pas régler notre histoire de vie, quand on n'ose pas un petit peu là, relever ces éléments-là, parce que ce n'est pas toujours facile d'aller là, on emmagasine ça dans notre valise. On emmagasine ça dans notre valise. Et plus les années passent, plus cette valise-là devient lourde. Plus cette valise-là prend de la place. Et ce que moi, j'ai réalisé, c'est que cette valise-là joue un rôle déterminant parce que c'est dangereux de prendre l'avion en surcharge. C'est pour ça qu'on passe, on passe en revue, on passe sous le scanner, en quelque sorte, la valise avant de prendre l'avion. C'est pour ça qu'on va peser la valise avant d'embarquer. Parce qu'un avion en surcharge ne décollera pas ou on met l'ensemble des passagers en danger. Donc, cette valise-là, ce qu'elle représente pour moi, c'est d'être en mesure de, à un moment donné, de prendre un moment et de faire l'inventaire de sa valise émotionnelle. Qu'est-ce que vous transportez avec vous? Et puis après ça, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire, parfois, ça peut être une relation toxique,
Moi, j'aime faire allusion à, à nos amis Go, à nos amis Wo, puis à nos amis Faux. C'est un beau jeu de mots, là, mais de faire l'inventaire des gens qui sont dans notre entourage, pas pour éliminer personne, pas pour tasser personne, mais par exemple, moi, dans la dernière année et demie, je voulais m'entourer d'amigos dans mon entourage. Pourquoi? C'est des gens qui allaient souffler de l'air sur mes ailes pour m'encourager, pour me supporter, pour être là pour moi quand j'allais être dans le besoin. Des amis wow, eux autres, ben, c'est souvent des gens qui vont cultiver la peur. C'est des gens qui vont mettre peut-être peut-être mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. Puis ces gens-là, dans le fond, ils ne veulent pas mal faire, c'est qu'ils sont juste carburés par la sécurité, le statu quo, la peur. Donc, ces gens-là sont importants dans notre vie, mais en même temps, plus on s'entoure de ces gens-là, ben, plus on s'expose finalement à être très critique envers soi-même. Et il y a une autre catégorie de gens aussi, ça, je les ai ajoutés récemment, c'est les amis faux. C'est des gens qu'on pense être des amis, mais quand on vit des moments très difficiles dans notre vie, on réalise vraiment qui est là pour les bonnes raisons. Et en fait, l'exercice de la valise émotionnelle, moi, je l'ai fait grâce à des outils, je le disais au début de l'entretien, avec le livre Projet Bonheur de Christine Michaud. Mais moi, dans mon univers, ben, c'est certain que cette valise-là, elle joue un rôle important dans l'altitude qu'on peut avoir dans notre vie. Si on a l'impression d'être constamment dans les nuages, si on a l'impression de constamment être dans le brouillard, dans une mauvaise météo, ben, c'est le temps d'ouvrir sa valise et de faire l'inventaire de celle-ci. Puis ce n'est pas un travail juste une fois dans notre vie. Je pense qu'on devrait prendre l'habitude de faire au moins l'inventaire de sa valise, ne serait-ce qu'une fois par année, pour être en mesure d'apporter les modifications et apporter plus de légèreté dans son cœur, dans sa tête, mais aussi dans sa vie. Parce que voler à 12 000 pieds, c'est correct, mais voler à 35 000 pieds, la vue, elle est pas mal plus belle. La météo, elle est beaucoup plus favorable et le voyage est beaucoup plus doux. Donc, avoir plus de temps, j'explique en conférence un élément qui, pour moi, que je traînais en surcharge dans ma valise. Moi, c'est un événement que j'avais vécu à mon adolescence. Et pendant l'été de mon atterrissage forcé, hein, quand même, là, c'était plusieurs années plus tard, j'ai décidé d'y faire face et j'ai décidé de régler cet élément-là dans ma vie personnelle. Et je dois dire que ça l'a tout changé. Mais encore faut-il avoir l'audace d'ouvrir sa valise, qu'est-ce qu'elle contient. Mais après ça, comme je le disais tantôt pour les lumières rouges, c'est d'être en mesure de vouloir changer, de vouloir améliorer les choses, de ne pas avoir peur d'aller chercher les outils et l'accompagnement nécessaire pour améliorer sa vie. Parce que, comme je le disais tantôt, moi, mon atterrissage forcé m'a permis de développer cette urgence de vivre-là. Et mon background dans le domaine financier m'a aussi permis de comprendre que il y a un principe en finance, c'est se payer en premier pour être en mesure d'épargner, puis laisser la magie du temps faire son œuvre. C'est comme ça qu'on bâtit un plan de retraite. Mais c'est la même chose dans notre vie personnelle. Il faut se payer en premier. Et comment on se paye en premier? Ben, c'est de faire la lecture de son tableau de bord. C'est de faire l'inventaire de sa valise. C'est de prendre du temps pour soi. C'est de mettre son masque à oxygène en premier. C'est de cultiver ces habitudes-là. Et ce que j'aime via M'aider, c'est que nos analogies avec l'aviation peuvent servir d'ancrage pour, en quelque sorte, mieux voyager. Vous avez quand même ce regard, tout à l'heure vous en parliez, j'avais parlé du genou à terre et vous dites les deux genoux à terre, donc ça va quand même plus fort. Il y a quand même cette idée chez vous que c'est important quand même d'avoir conscience de sa vulnérabilité. Ça me rappelle un peu Rémi Tremblay, je ne sais pas si vous connaissez Rémi Tremblay, et ça me rappelle un peu cette idée qui est que quand même de toute façon à un moment donné,
il faudrait quand même bien passer par des zones de faiblesse pour comprendre pourquoi on en est là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'ai envie de vous poser une question quand même parce que même à cet endroit-là, il y a une zone un peu traître, je trouve. C'est qu'on pourrait même se sentir responsable de ne pas avoir vu à temps notre vulnérabilité. On pourrait encore se sentir coupable d'un truc qui s'appellerait zut, j'ai pas vu que j'étais vulnérable. Mais quelque part, si les gens ils vont pas dans leur vulnérabilité, c'est parce que justement, personne ne les y accompagne. Finalement, on n'a pas peur de la vulnérabilité, mais en fait, justement, personne ne nous permet de l'étudier. Alors, ce regard que vous avez aujourd'hui, c'est un regard d'aider à étudier la vulnérabilité, d'amener les gens à comprendre leur vulnérabilité? Effectivement, je pense qu'y aller toute seule, c'est pas recommandé. C'est d'être accompagné, soit par un spécialiste, soit par quelqu'un qui s'y connaît, je veux dire. Mais en même temps, moi, j'ai cette croyance-là, c'est que il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est déjà passé par là pour être en mesure de comprendre quelqu'un qui vit peut-être certains défis présentement. Sûr. Parce que l'exemple que je pourrais donner, c'est vraiment là, un exemple qui me vient comme ça. Là, Mhm. euh, j'ai une tasse de café ici. Là. Quelqu'un qui n'a jamais bu de café, euh, ben en fait, il peut vendre du café, il peut en parler, il peut connaître les caractéristiques, les bienfaits, les désavantages, etc., etc. Mais quelqu'un qui a déjà goûté au café, à mon sens, est un meilleur messager pour être en mesure de le vendre, de le proposer, de le suggérer. Puis moi, ben, en matière de détresse psychologique, je dois dire que j'en ai bu en maudit du café. Et j'ose croire que à cause de mon expérience de vie, à cause de l'école de la vie, je suis en mesure de mieux comprendre quelqu'un qui va peut-être traverser des moments difficiles ou qui va être en période de remise en question. Mhm. Euh, tu sais, dans le fond, une autre analogie que je pourrais utiliser, c'est imagine quelqu'un qui est dans un trou, dans un fossé. La personne, elle est là, là, elle est prise dans ce fossé-là. Et là, il y a trois personnes qui passent à bord du fossé ou du trou. Et là, ils regardent la personne et disent Hey, tu es dans le trou, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux t'aider? Là, Mhm. la personne crie à l'aide, j'ai besoin d'aide, je suis perdu. Et là, la première personne qui passe, c'est un curé. Puis il dit Chère personne qui est dans le trou, priez le bon Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il part. Vous allez être en mesure de sortir du trou. La deuxième personne qui passe, c'est un psychologue. Donc, le psychologue arrive au bord du trou, puis il dit, ben là, parfait, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parle-moi de ta situation, etc., etc. Oh, l'heure, elle vient de passer. Malheureusement, on va se revoir la semaine prochaine. Et il s'en va, puis il continue sa route. La troisième personne qui arrive au bord du trou ou du fossé, c'est une personne qui a déjà vécu une expérience similaire et qui écoute ce que la personne dit et qui lui tend la main, qui lui dit, écoute, moi, je suis déjà passé par là. Et même la personne saute dans le trou, puis il dit à la personne, je sais comment sortir, je le sais qu'est-ce que tu vis, je le sais comment tu te sens, mais c'est normal de se sentir comme ça. J'ai vécu la même chose que toi. Voici qu'est-ce qu'on va faire, étape par étape, pour être en mesure de sortir de cet endroit-là, et ils réussissent à deux de sortir du fossé. Et là, je ne suis pas en train de m'en prendre contre la religion catholique. Je ne suis pas en Trop train de tard, m'en trop prendre, tard. je suis pas en train de m'en prendre contre les professionnels là, de la santé. On a tous un certain rôle à jouer. La spiritualité, elle est importante. Les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est important. Mais moi, je crois profondément que comme être humain, on est capable d'être la lumière dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quand même quelque chose que j'avais entendu sur une interview de vous que j'ai trouvé intéressant. Je voulais qu'on en reparle. C'est ce jour où votre assureur, il vous dit qu'en fait, il est grand temps de faire des choses que vous aimez. Et puis, finalement, vous vous retrouvez devant en fait un des non-sens de cette société. Et le grand non-sens, c'est est-ce qu'on a le droit de se faire du bien quand on va mal, alors que la société, elle valorise de se faire du bien quand on a fait beaucoup d'efforts.
Alors, comment vous avez vécu ça? Parce que c'est un peu une histoire de... c'est comme si on désobéit. Alors, quand on est mal, il faudrait rester mal, finalement. Ça m'avait tellement... là, j'ai essayé de me peigner, puis là, finalement, C'est bien. je me suis tout dépeigné. Euh, ça m'avait tellement frappé, Luc, parce que je l'expliquais d'entrée de jeu, arrêt de travail, je me suis Mm, senti comme une larve les premières semaines, mm, isolé chez nous, beaucoup de difficultés à me lever du divan, puis bref. mm. Puis là, ben, l'assureur a été très... m'ont accompagné là, vraiment d'une bonne façon. Puis quand j'avais des discussions avec eux autres, ben là, c'est ça, la personne, elle disait, Jean-François, fais des choses que tu aimes. C'est important dans ton processus de rétablissement. Et là, je parlais de golf tout à l'heure. Moi, je suis un passionné de golf. Donc, ce qu'elle était en train de me dire, ni plus ni moins, c'est va jouer au golf. Puis là, dans ma tête, je me disais, ben voyons, je suis en arrêt de travail, je suis en invalidité pour cause de dépression, je suis en atterrissage forcé. En plus, en 2018, ça a été l'un des étés les plus ensoleillés au Québec. Et là, vous êtes en train de me dire que je vais m'en aller sur le terrain de golf, je vais m'exposer au regard des autres en train de jouer alors que je ne suis pas au travail. Et là, je vais peut-être même prendre une bière après ma ronde de golf. Je risque de croiser des clients, je risque de croiser des partenaires d'affaires, je risque même peut-être de croiser mes patrons, puis je suis censé d'être à l'aise avec ça. Alors, pour moi, il y avait une espèce de non-sens ou un clash entre qu'est-ce qu'on recommande de faire et ce que la société euh, comprend ou connaît dans le rétablissement des gens qui sont aux prises avec un défi de santé psychologique. Mm. Et c'est pour ça que j'en parle au effort, parce qu'on on pourrait prendre le même exemple pour une dame qui, elle, aime aller manger au restaurant et elle est en arrêt de travail pour cause de maladie et elle s'en va au restaurant rejoindre des amis pendant un 5 à 7 et elle rit, elle a du plaisir, ça lui fait du bien. Puis à ce même restaurant-là, il pourrait y avoir des collègues de travail de cette personne-là qui est en arrêt de travail, puis qui arrivent le lendemain au bureau puis qui disent Hey, j'ai vu Céline hier au restaurant. Hey, elle avait l'air d'avoir du plaisir, puis pas à peu près. Finalement, là, je ne suis pas sûr qu'elle est si malade que ça. C'est ça, c'est ça. Et, 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 et c'est très simpliste là, comme exemple, là, mais c'est là à quel point que je comprends là, qu'on a du travail à faire comme société pour être en mesure de vraiment changer les perceptions et de briser les tabous. Un autre exemple, c'est que quand j'ai été en arrêt de travail, je n'ai pas reçu de carte, je n'ai pas reçu de message, je n'ai pas reçu rien Mm. pour dire Hey, prends le temps qu'il faut, reviens-nous en force, fais des choses que tu aimes. Je me serais senti pas mal moins coupable, Luc, avoir eu ce petit message-là de la part des gens dans mon entourage. Mais non, au contraire, on n'osait pas m'en parler. C'était comme, il ne faut pas parler de ça, Jean-François. Et tellement que c'est tellement que c'est spécial dans le monde corporatif dans lequel on vit. Et il y a beaucoup de place à amélioration. Puis je ne suis pas en train de dire que toutes les organisations fonctionnent comme ça, mais à l'époque, c'était comme ça d'où je venais. Quand j'ai été en congé l'année suivante, en 2019, j'ai dû me faire opérer au nez, au sinus. Et j'ai dû m'absenter 2 semaines sur les lieux de travail. Et c'est drôle, quand j'étais en arrêt de travail, j'ai reçu des fleurs à la maison, de la part de mes collègues. Puis, ce qui est très drôle, c'est que je venais de me faire opérer au nez. Je ne pouvais même pas les sentir, les fleurs. C'est ça. Mais le geste m'a fait chaud au cœur. Mais ça m'a ramené aussi en arrière. Je me suis dit, j'aurais donc aimé ça, recevoir des fleurs quand je suis parti en arrêt de travail pour une cause en lien avec la santé mentale. Et juste ce simple petit geste-là m'aurait enlevé des semaines et des semaines
de culpabilité. Parce que quand on performe comme moi j'ai performé, comme plusieurs personnes performent et qui prennent ça au sérieux sur les lieux de travail, quand on est mis à l'écart, on a l'impression d'abandonner ses collègues. On a l'impression d'abandonner son équipe. On a l'impression, parce que quand on est parti, on ne se fait pas remplacer. Donc, qu'est-ce qui arrive avec nos dossiers? Bien, ils tombent sur le bureau de notre adjointe, de nos collègues, qui sont déjà débordés, qui sont déjà dépassés, qui sont peut-être même déjà stressés, anxieux. Et là, il y a un effet domino. Donc, évidemment, la personne qui est en arrêt comprend tout ça. Du moins, moi, je comprenais ça et je m'en faisais beaucoup pour ça. Donc, c'est important aussi de le nommer et de le dire. Pas pour s'en prendre à nos organisations, mais plutôt pour le dire, pour améliorer la situation. Donc, je pense que c'est important de le dire tout haut, tout fort, puis surtout que cette personne-là, peut-être qui nous écoute aujourd'hui, qui est en atterrissage forcé, qui va se dire, Colin, je m'en fais peut-être pour rien. Et je comprends mieux la situation et forcément, au fil du temps, ça va amener les gens à revenir sur les lieux de travail plus rapidement, coûter moins cher à la société, coûter moins cher aux assureurs, et tout le monde va être gagnant à partir du moment où on va en parler avec franchise et honnêteté. Et justement, c'est un sujet qui est intéressant parce que effectivement, le prix des choses, c'est important aussi. Mais il y a aussi quelque chose, parlons un peu des gens blessés ou qui s'ignorent blessés dans les organisations. Vous prenez cette image que je trouve intéressante de la détresse psychologique comme un énorme éléphant en plein milieu de la pièce, énorme éléphant qui gêne tout le monde et qui crée un malaise terrible. Mais je me questionnais un petit peu parce que moi, depuis mon regard là, de l'autre côté de l'océan, je me disais, mais si la parité entre les hommes et les femmes en entreprise, elle était respectée, il y aurait sûrement plus de gens qui écouteraient la souffrance individuelle qu'aujourd'hui, parce que quelque part, c'est les femmes. Regardez, je pense que chez Mayday, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, j'en suis persuadé. Est-ce que c'est pas finalement la femme qui est un peu la solution à cette errance très solitaire de l'homme blessé? Vous ne croyez pas? Ça me fascine, ça, ce phénomène-là, essentiellement. Là. Qu'est-ce qui me fascine, c'est que quand je regarde les abonnés de la communauté Mayday, c'est à peu près 80% de femmes et 20% d'hommes. Chez la femme, on dirait qu'il y a il y a cette sensibilité-là qui est un petit peu plus présente. Puis je pense que c'est en lien beaucoup avec, en fait, aussi avec l'éducation qu'on a eue, parce que nous, là, les hommes, bien souvent, on est le pourvoyeur de la maisonnée. On est fait fort. Moi, j'ai joué au hockey pendant mes années de jeune adulte. Puis c'est sûr que dans une chambre de hockey ou dans une chambre de football ou de soccer, les hommes, on se donne des petites tapes sur les épaules, puis on est tous là les uns pour les autres, mais aller dans sa vulnérabilité, c'est d'exposer aux autres une certaine faiblesse. C'est d'exposer aux autres finalement qu'on a certaines craques. Puis malheureusement, on connaît tous des histoires de gens qui ont peut-être utilisé les faiblesses de l'un pour monter par-dessus. Un autre élément, là, on parle des femmes qui sont peut-être plus sensibles à ce phénomène-là. Et moi, je crois beaucoup à l'importance de la parité dans nos organisations pour amener justement plus de femmes dans la haute direction et d'amener aussi plus de femmes au niveau des conseils d'administration pour amener, c'est ça, ce changement-là qui est de plus en plus nécessaire. Mais un autre phénomène aussi qui est délicat, est-ce que l'employé qui vit des difficultés va avoir le courage à en parler à son gestionnaire ou à son patron, de peur peut-être qu'on utilise cette situation-là pour lui dire ou lui annoncer que son poste va être coupé? Ça se vit aussi, ça, malheureusement, dans le monde des affaires.
J'ai même une abonnée récemment qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait vécu ça. C'est qu'elle avait osé identifier qu'elle avait des lumières d'allumées sur son tableau de bord et plutôt que de lui dire ben garde, utilise le programme d'aide aux employés, on va t'aider, on va te supporter, ben, malheureusement, on lui a montré la porte de sortie. Et, et ça, ben, c'est présent. Je ne suis pas en train de dire que c'est généralisé, mais chaque dossier comme ça est un dossier de trop. Bien Et sûr. chaque dossier comme ça ne rend pas service à la mission que moi je porte. Et je le sais que ça peut être très confrontant, le message que je peux véhiculer. Mais si on veut réellement que ça change, ça prend des voix pour montrer la voie, pour que ça change. Au même titre qu'à un moment donné, ben justement, on parle des femmes. Au même titre qu'à un moment donné, il y a des femmes qui se sont levées pour dire, nous, on devrait avoir le droit de voter. On devrait avoir le droit d'avoir les mêmes avantages que les hommes. Et c'est là qu'il y a un mouvement de femmes qui a été créé il y a plusieurs années. Puis grâce à leur volonté, détermination, grâce aux valeurs qu'elles portaient, ben aujourd'hui, les femmes ont droit de vote. Aujourd'hui, il y a la journée internationale pour reconnaître les femmes. Ça prend en quelque sorte des gens qui vont se mobiliser pour changer les choses. Puis changer les choses, pas juste pour nos organisations, changer les choses aussi pour qu'est-ce qu'on vit à la maison. Parce qu'une personne qui ne va pas chercher de l'aide, une personne qui n'ose pas s'avouer peut-être un petit peu plus fragile, ben, ça fait des papas et des mamans qui sont moins patients, ça fait des papas et des mamans qui sont plus stressés, angoissés, qui peuvent même à la limite avoir un certain impact dans la vie de leurs enfants, leurs adolescents. Ça va jusque-là, les dommages collatéraux du phénomène. Ce n'est pas juste au plan de vue des organisations, c'est dans nos maisons, c'est dans nos écoles, Luc, ce dont on est en train de parler là. Et c'est la génération de demain. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mieux les outiller, mieux les sensibiliser et mieux leur donner la permission d'en parler? Effectivement, vous me dites quelque part, il y a des liens de cause à effet, il y a de la systémie, les parents pas bien, ça va faire les enfants pas bien, la maison pas bien, le couple pas bien. Mais j'allais vous poser une question un peu qui n'est pas très correcte, parce que justement, elle est un peu un pavé dans la mare, en fait. On dit ça en France, un pavé dans la mare. Ça veut dire, en fait, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Mais moi, je me disais une chose. Finalement, Jean-François, est-ce qu'on peut guérir dans un pays malade? Est-ce qu'on peut arriver? Vous êtes tombé, vous êtes craché en plein milieu des jardins, là. Vous êtes relevé comme vous pouviez. Heureusement qu'ils ont un plan d'aide. En plus, j'ai vu une vidéo de vous. Vous avez quand même témoigné sur le plan d'aide qu'ils ont eu avec vous. Hein. J'ai vu ça chez Desjardins. Et quelque part, vous revenez, vous vous reconstruisez. Comme vous dites, on peut retomber, on peut encore retomber. Mais est-ce qu'on peut guérir dans un pays qui est malade et qui court et qui regarde rien? Moi, je suis, on dit en anglais, je suis un believer. Peut-être naïf, là. Mais je crois que c'est possible. On a beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de barrières à faire tomber. Mais quand on expliquait tantôt le phénomène de la pandémie qui est venu amplifier le phénomène, nous, ce qu'on vit ici au Québec, puis j'imagine que c'est la même chose en Europe, mais il y a une rareté de main-d'œuvre. La population, elle est vieillissante. Il y aura plus de retraités tantôt que de travailleurs. Et si on rajoute à ça le phénomène de la santé psychologique, où les gens sont en arrêt de travail, il va se passer quoi tantôt, là? On n'aura pas le choix, je crois, selon ma vision et selon ma lecture des choses. C'est ma vérité, c'est pas obligé d'être la vôtre, mais c'est sûr qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de s'attaquer à ça, puis de chercher des solutions alternatives pour supporter les gens qui vont être aux prises avec un petit peu plus là, de stress et d'anxiété là, dans leur vie. Donc,
oui, je crois on peut changer les choses. Et, et ma croyance, c'est qu'il y a beaucoup plus de bons que de mauvais à l'extérieur. Euh, la, la force des communautés, aujourd'hui, on peut retrouver des communautés pour toutes sortes de thématiques. Euh, le cerveau collectif, là, comme c'est écrit ici, là, hein, l'intelligence collective euh, peut tellement nous rendre service, peut tellement nous fournir un levier pour être en mesure, justement, collectivement, de mieux s'outiller. Ça aussi, je pense que ça peut avoir une incidence sur le monde que l'on voit, sur ce que l'on vit. Ça prend juste, ça aussi, c'est mon bac, pas mon bac, mais mon expérience dans le domaine financier qui m'amène cette croyance-là. C'est très simpliste, là, mais il existe un film qui s'appelle Payer au suivant. Et dans ce film-là, le petit garçon, il a à présenter un travail à ses camarades de classe et lui, il décide d'être bienveillant à l'égard de 3 personnes dans son entourage. Et par la suite, ces 3 personnes-là doivent faire la même chose, c'est-à-dire de payer au suivant. Et là, tu me vois venir, c'est qu'une personne qui paye au suivant en aide 3, 3 vont en aider 9, 9 vont en aider 27, 27 vont en aider 81. Et là, il y a un effet multiplicateur qui est généré. Mm-hmm. Et ça, c'est la magie des intérêts composés en finance, mais c'est aussi la magie de la bienveillance. C'est-à-dire qu'une personne qui veut, en quelque sorte, améliorer le sort de 3 autres personnes, ben, ça peut faire une épidémie positive, une pandémie positive. Euh, mais c'est pour ça que ça prend des gens comme toi, ça prend des gens comme moi, ça prend des gens comme que tu invites régulièrement à tes entrevues. Même chose de mon côté. Plus on aura la possibilité d'exposer ça au grand jour, ben, j'ose croire que dans la prochaine décennie, on sera en mesure d'être plus fort collectivement. On est toujours plus ensemble, on est mieux outillé que tout seul dans notre coin. Donc, ce concept-là de cerveau collectif peut jouer un rôle favorable, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça, c'est ma vision des choses. Et l'avenir me confirmera si ce projet-là est suffisamment porteur pour traverser le temps. Ouais. En tout cas, Jean-François, il y a quelque chose pour finir que je voudrais qu'on voit ensemble. Au début, je parlais de cette présentation donc, du dicton que Tony Robbins a repris qui s'appelle « Le succès laisse des traces ». On en parlait. Et en fait, donc, je rajoutais cette idée qui était, que tu rajoutes aussi, c'est mais les épreuves, elles, remettent toujours l'âme en place. Alors après, avec ce regard que vous avez là, ce regard d'après 2018, est-ce que le burn-out, c'est quand l'âme, elle décide de reprendre sa place? Je crois que oui. Puis c'est très, c'est très drôle malgré tout. Moi là, avocat de formation, planificateur financier, parler d'âme, là, okay, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire il y a quelques années. Cette épreuve-là dans ma vie m'a en quelque sorte amené dans une direction pour en quelque sorte pas exploiter ma spiritualité, là, mais la découvrir. Et c'est sûr et certain que comme un peu un GPS, hein, est-ce qu'on dit ça en Europe, là, le fameux GPS dans nos voitures ou dans notre avion? Quand on s'en va dans la mauvaise... Mettons qu'on programme une adresse dans le GPS, qu'on se trompe de chemin. La personne, la fameuse voix du GPS va dire « recalcule en cours, recalcule en cours ». Et là, le GPS va se remettre à recalculer le chemin pour aller finalement à la bonne destination.
Ben, moi, je crois qu'un épuisement, un burn-out, une dépression, on parlait d'âme tantôt, c'est qu'en quelque sorte, il y a un recalculage en cours. C'est l'opportunité, en fait. C'est un cadeau mal emballé, comme dirait Christine Michaud, justement pour retrouver sa place, pour être en mesure de reviser son plan de vol, d'avoir l'audace de le modifier. Et, premièrement, est-ce qu'il y en a un plan de vol? C'est aussi une question peut-être très importante à se dire. Mais c'est d'utiliser, dans le fond, ces épreuves-là comme carburant pour redéfinir sa trajectoire, puis peut-être même de faire un nouveau voyage, d'être en mesure aussi de découvrir autre chose. Parce que il y a plein de choses qu'on peut faire, tout est possible. Encore faut-il y croire. Puis aussi, encore faut-il oser vouloir changer. Puis aussi de vouloir, c'est une belle opportunité de revisiter son histoire de vie. OK? Parce que ça aussi, c'est important d'en parler. Moi, je pense qu'il se répète beaucoup de choses de génération en génération. Et ni plus ni moins, via ce projet-là, moi, j'ai décidé en quelque sorte de faire une ligne un peu comme dans le sable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pour les générations à venir, dans ma famille, la santé psychologique ne sera plus un tabou. La santé psychologique ne sera plus un enjeu. On va en parler différemment parce que ça a fait des dommages dans ma vie, ça a fait des dommages dans la vie de mon père, de ma mère, de ma famille. Ça a fait aussi des dommages collatéraux dans la société. Et j'ose croire qu'à un moment donné, ça prend des gens qui se disent, OK, là, c'est assez. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour renverser la tendance et de changer les choses une fois pour toutes? Donc, oui, il y a un recalcul de mon âme qui s'est fait. Et je dois même avouer qu'il y a eu un recalcul aussi en début d'année. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, s'éloigner de notre chemin. C'est correct. C'est tout simplement d'apprendre avec le temps de voler aux instruments, disons ça comme ça. Au lieu d'être sur le pilote automatique, volons aux instruments. C'est pas mal plus excitant, c'est pas mal plus exaltant et on a l'impression d'apprécier davantage le fameux jeu de la vie. Jean-François, je vous remercie. On a passé un super moment à 10 000 mètres d'altitude, en vol plané, en vol rasant. Je vous remercie pour ce super moment. Merci à vous, youtubeurs, qui avez aussi suivi l'émission jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les lignes, les adresses, le petit objet que je vois à l'écran que Jean-François nous montre. En tout cas, je vous mettrai les liens. On mettra le lien aussi sur la vidéo dont vous parliez, que je connais, hein, la vidéo avec ces deux briquets qui se rallument l'un l'autre. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Je la mettrai. Un petit mot de la fin pour finir comme ça en beauté l'émission. Un mot de la fin. D'abord, merci pour cet échange. Merci de m'avoir amené dans différentes directions, mais surtout à ceux et celles qui nous écoutent. La personne la plus importante aujourd'hui, là, ce n'est pas Luc, ce n'est pas moi. La personne la plus importante, là, c'est vous. Alors, repartez de cette entrevue-là avec quelques éléments qui vous font du bien. Puis en même temps, votre vie ne changera pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les instants. Mais je dois vous dire que si vous faites confiance à la vie, si vous écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, vous faites la paix avec votre passé, vous faites l'inventaire de votre valise émotionnelle, vous lisez votre tableau de bord, j'ose croire qu'un jour, vous allez vous réveiller, puis vous allez vous dire « Oh, wow, quel voyage! » Ça n'a pas toujours été facile, mais moi, j'appelle ça comme la théorie de la chaise berçante. Quand vous allez avoir 75, 80, 85 ans,
que vous allez vous bercer, puis vous allez vous remémorer votre vie, votre passage sur cette planète. Qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter comme histoire? Les histoires avec des hauts et des bas, à mon sens, c'est toujours les meilleures histoires. Donc, que vous soyez dans un bas présentement, c'est une chose, mais ce bas-là, c'est temporaire, ce n'est pas permanent. Et vous avez la capacité de changer complètement votre direction. Et ça, ben, je vous le souhaite profondément. Si vous sentez cet appel-là de faire autre chose dans votre vie, de peut-être revisiter vos relations, c'est possible. Moi, je l'ai fait. Il y a plusieurs qui l'ont fait. C'est pas parfait, mais c'est possible. Donc, ayez du plaisir, puis occupez-vous de vous. Et surtout, surveillez vos cadrans. Très important. Et venez nous voir sur M'aider. Ça nous prend des ambassadeurs de cœur. Donc, si vous vous sentez interpellé par cette mission-là, je n'y arriverai pas toute seule. On souhaite envahir la francophonie, créer cet escadron de l'air-là qui va, en quelque sorte, éclairer la vie de gens qui sont peut-être dans le brouillard présentement. Donc, merci pour ton invitation, Luc. Merci de cette invitation aussi pour que tout le monde rejoigne l'escadron. Je trouve ça une super idée.